Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, une heure de débat sur l'actualité économique, politique aussi dure. On va assez largement parler des retraites à l'occasion de cette heure de débat. Et c'est assez rare, et donc j'en profite quand on a un homme de marché qui est là, parler des marchés. En plus, on a ce qui pourrait être l'introduction en bourse, l'introduction en bourse de l'année en Europe, ça c'est sûr, mais même, il y a assez longtemps qu'il n'y en avait pas eu d'une telle ampleur avec Porsche. Porsche, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, mais je vous montrerai l'image qui fait une campagne de pub, qui commence une campagne de pub dans la presse économique ce matin. Quoi d'autre ? Et le choc électrique qui continue à nous accompagner, même si, alors je ne sais pas là si mes invités ont des indications, mais je sais que lundi on en aura, notamment avec Denis Ferrand. C'est très très compliqué en fait de prendre la mesure de ce que ça pèse réellement sur l'économie française, sur les entreprises françaises. Malheureusement, nous sommes massivement désindustrialisés. Donc, ok, une fois que tu as fait les producteurs d'aluminium, etc., oui, mais qu'est-ce que ça pèse réellement dans le PIB, ce choc électrique et l'idée que beaucoup d'entreprises soient en train de renégocier leurs contrats pluriannuels en ce moment, c'est très très difficile à savoir. Bref, pas mal de sujets, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Aymeric Préaubert. Salut Aymeric, associé Stéphane. fondateur Sycomore Asset Management. Cyril Lachèvre. Salut Cyril, fondateur de Silence, stratégie de communication et communication de crise. Et puis Nicolas Marquez. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari, qui sort une nouvelle qui poursuit avec acharnement ce travail de Sisyphe, d'essayer de révéler, parce que c'est ça ton sujet, mais on en parlera dans la deuxième demi-heure, d'essayer de révéler le hors bilan de l'État en fait sur les retraites. Ouais. C'est ça ton sujet une fois encore. C'est vrai que les chiffres sont spectaculaires. Et moi-même, j'avoue que parfois je me dis, oh quand même, un peu comme le MEDEF, oh quand même, en fait l'équilibre des régimes il est là, bon est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et puis on lit Nicolas Marquez et on se dit, ouais effectivement là, il faut se bouger. Démarrons, comme je le fais très rarement, merci Aymeric d'être là, démarrons sur les marchés. Je vais montrer une petite, c'était la une du Figaro je crois, il y a 2 ou 3 jours. Je sais que tu n'aimes pas parler des indices, Aymeric, et c'est très bien. Simplement, je me disais, quand il y a un climat comme ça, c'est-à-dire on voit, alors on va la voir, oui, elle va arriver, cette une du Figaro, quand on voit des pages entières des journaux et des journaux économiques autour de « ça va se casser la gueule », comment est-ce que ça influe sur la gestion ? Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, ça va se casser la gueule. Ça s'est déjà bien cassé la gueule je parle des marchés financiers. Ouais. Enfin, alors, comme je le disais avec un peu de causticité, moi, le CAC à 6000, je l'ai entendu pendant 10 ans. Donc voilà, c'est le CAC à 6000 quand même. C'est pas mal. C'est pas un crack ? C'est quand même moins 20, moins 20 depuis le début de l'année. C'est quand même assez sévère. Mais... Oui, mais si tu es un actionnaire de long terme, complètement. T'es pas trop mal. Absolument. Mais c'est vrai qu'en général, quand on voit des titres très alarmistes, avalanche de mauvaises nouvelles, la presse qui, chaque jour, des unes qui sont apocalyptiques, souvent, la peur arrive et c'est le moment d'acheter. Acheter au son du canon. Voilà, et on sait tous que les bull market naissent dans la terreur, se développent timidement dans le scepticisme, prospèrent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Donc là, on est où ? On n'est pas encore tout à fait dans la panique. Et il n'y a pas eu de panique. Il y a effectivement, une humeur qui est très négative, mais pas seulement pour les marchés. Je veux dire, il n'y a pas que les marchés. Il y a des événements beaucoup plus graves que la baisse des marchés financiers. Évidemment. Mondial. Je ne veux pas rappeler ce qui se passe en Europe en ce moment. Oui, mais bon, l'escalade est une émission économique. Voilà. Donc évidemment, les marchés financiers, c'est important, mais il y a des événements qui sont encore beaucoup plus graves sur le plan économique. Alors, ce que je disais, c'est toujours difficile de savoir. On n'achète jamais au creux. Mais en général, je parle pour moi dans mon expérience, quand je vois ce type d'informations, ça me donne envie d'acheter. Et là, malheureusement, ça c'est mon avis personnel, je pense que le bear market, le marché baissier n'est pas du tout terminé. Et donc, tu n'as pas envie d'acheter là. J'ai pas envie d'acheter. Tu as perdu 25%, tu n'as pas envie d'acheter. Non, parce qu'il y a 2 éléments en fait. Le premier, c'est qu'on sort d'une phase qui a duré 20, peut-être 30 ans de compression des taux,
et qui a conduit, bon c'est une banalité ce que je dis, à une expansion massive des multiples. On peut justifier ce que l'on veut, mais à un moment donné, on est rattrapé par la réalité. Alors heureusement, on n'est pas allé jusqu'au syndrome japonais des années 90, où les actions japonaises se payaient 100 années de bénéfices, près de 100, sous prétexte que les taux étaient à 1. Donc acheter un siècle de bénéfices, non mais ça n'avait pas de sens. Sauf que le Nikkei, il est encore très loin du niveau d'il y a 35 ans. Donc j'allais dire, heureusement en Europe et aux États-Unis, la Fed s'est arrêtée avant qu'on atteigne ces excès. Mais il y a eu beaucoup d'excès de valorisation sur la tech, bien sûr, d'abord, sur les valeurs de croissance ensuite, et sur l'ensemble du marché dans moins de mesure. Et quand on est dans cette phase, alors désolé d'être un peu long, mais il y a eu, Non, mais c'est bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a 1 an et demi, l'inflation, ça faisait pas peur, c'était la déflation qui faisait peur. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres de la semaine dernière aux États-Unis, où l'inflation est encore plus forte que ce qui était attendu, les banques centrales, et je pense qu'elles ont raison, sont décidées à taper très fort, en particulier la Fed. Et autant les banques centrales ont su injecter massivement, d'ailleurs, personnellement, je pensais que c'était peut-être trop, mais elles ont probablement contribué à sauver l'économie à ce moment-là. Donc elles ont été extrêmement, je ne vais pas dire supportives. Proactives, voilà. Et aujourd'hui, elles comprennent que la lutte contre l'inflation, c'est la priorité, même si le prix à payer est une récession. Donc, le fond du problème, selon moi, c'est qu'on a eu tellement d'excès pendant tellement de temps que c'est pas parce qu'on a 6 mois ou 9 mois de marché baissier, on n'a pas encore corrigé. Et si on regarde l'ensemble du marché, il y a d'une part les valeurs qui vont bien, parce qu'il y a encore des valeurs beaucoup de sociétés de croissance qui se portent bien, et qui restent trop chères, parce que dans son nouvel environnement de taux, il y a énormément de sociétés de software, dans le domaine des ingrédients, dans le domaine des cosmétiques, qui se payaient 50 fois les bénéfices en début d'année, qui se payent aujourd'hui 35 fois les bénéfices, mais c'est peut-être trop cher pour des sociétés qui se développent à 8 ou 10% par an. Donc 20-30% encore de baisse sur certains de ces titres, ça ne semble pas aberrant. Puis ensuite, il y a tout un pan de la cote. Je schématise un petit peu les sociétés industrielles, les sociétés plus cycliques. Là, mon sentiment, c'est que les prix d'aujourd'hui, les prix en bourse sont attractifs. Parce que ce sont des sociétés... J'étais par exemple cette semaine en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup de sociétés allemandes. Beaucoup d'entre elles ont divisé par 2 en l'espace d'1 an, alors même qu'elles n'étaient pas survalorisées il y a 1 an. Ce n'était pas du tout des boîtes de la tech. On parle de Covestro, de Lenzing, de BASF, de sociétés traditionnelles, industrielles. Et je pense que ces sociétés, pour beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, sont à des niveaux intéressants. Sauf que, qu'est-ce que l'on va avoir dans les mois qui viennent ? Je prends un exemple, Covestro dans la chimie. C'est une société qui gagne, selon les années, entre 1,5 milliard et 3 milliards en résultat brut d'exploitation. Leur facture énergétique en 2022 versus 2021 passe de 1 milliard à 2 milliards 2. Que l'énergie. On ne peut pas parler de la logistique, le niveau du Rhin qui est bas, la hausse des salaires, la baisse potentielle de la demande avec une économie qui se contracte. Rien que la facture énergétique, ça représente 80% des résultats de l'année. Donc, ces sociétés, évidemment, ont expliqué que les résultats allaient fortement baisser, mais le consensus n'a pas encore ajusté. Et on va avoir des sociétés qui, dans les trimestres à venir, à mon avis, je ne veux pas du tout être pessimiste, c'est du réalisme, au 3e trimestre, au 4e trimestre, et probablement en début 2023, parce que la crise énergétique, elle ne va pas se résoudre sur un claquement de doigts. Elle ne va pas se résoudre sur un claquement de doigts, mais il peut y avoir des mesures d'État, au pluriel, pour essayer de limiter la facture. Et après, les États, on sait qu'ils ont une marge de manœuvre qui, malheureusement, est faible, mais... On en revient aux banques centrales. Ah oui, non, le cercle est vicieux, là. C'est absolument vicieux. Et donc, on a aujourd'hui des sociétés qui ne sont pas chères. Et je pense que si on dit on achète et on attend 3-4 ans, on gagnera beaucoup d'argent, mais on va passer, à mon avis, dans les mois et trimestres qui viennent, par des moments encore plus difficiles. Donc je ne voudrais pas avoir un discours trop négatif, parce qu'en général, je suis très acheteur quand l'humeur est mauvaise, parce que c'est quand c'est pas facile qu'il faut acheter des actions. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes et tellement de menaces dans les trimestres à venir que ça me paraît compliqué. C'est pas très vendeur ce que je dis, mais voilà, c'est ma position. Cyril ? Alors moi j'ai exactement la même analyse que Aymeric, mais alors une conclusion radicalement différente, c'est que moi je suis fondamentalement optimiste, enfin, pour la première fois depuis plus d'une décennie. Alors attention, c'est pas du tout en train de dire que je ne connais pas grand-chose, que les indices boursiers vont remonter à court, moyen terme. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et évidemment, l'hiver va être terrible pour l'économie et pour les entreprises. Mais moi, ce qui me rend vraiment optimiste, c'est presque d'un point de vue intellectuel, c'est qu'enfin, on a des banques centrales qui font le job,
très courageusement. Enfin, je veux dire, on a retrouvé enfin un banquier central, Powell, qui n'a pas peur, qui est probablement le futur Paul Volcker. On en finit avec Ces cette phrases sont politique. très spectaculaires hier soir. Je ne sais pas si vous les avez entendues, mais fini. il assume, il le dit, des Américains vont perdre leur emploi, mais c'est nécessaire. Eh bien, moi, je trouve qu'on a fini avec cette politique monétaire quantitative qui, moi, m'interpellait intellectuellement. Je trouvais que c'était extrêmement dangereux. Enfin, c'était vraiment des apprentis sorciers. On s'en sort plutôt pas mal si finalement on finit avec une crise boursière, de l'inflation, certes, qui commence à avoir forcément dérapé, mais qui pourrait être sous contrôle quand même, bien qu'à des niveaux élevés. Donc finalement, pas de bulle qui a explosé, pas de... Enfin, si on s'en sort comme ça, encore une fois, ça va être terrible, mais on va revenir enfin à un vrai marché, avec des vrais prix, une vraie réalité pour les investissements, des banques, des entreprises, ce ne sera plus n'importe quoi. Alors encore une fois, ça va être douloureux, mais moi j'attendais ce moment depuis tellement longtemps que quelque part, je suis assez optimiste à très long terme et intellectuellement. Je suis tout à fait d'accord, parce que effectivement, ce que je n'ai pas dit, mais ça me paraît très très important, dans ce que vous avez expliqué, c'est qu'on normalise. Ce que je ne comprenais pas depuis des années, c'est les taux négatifs. Mais il reste négatif. Il reste négatif pour les États-Unis. Et puis les taux 10 ans recommencent à avoir des niveaux... En réel, Émeric, ils sont encore plus négatifs aujourd'hui. En réel, oui. Mais déjà, c'est quand même... Non, mais déjà, avoir des taux négatifs, intellectuellement, on marche sur la tête. On est d'accord. Et on est en train de normaliser, donc je suis absolument d'accord. Il faut agir de manière ferme. Et donc, il y a un prix à payer, on est en train de le payer, mais c'est courageux. Exactement. Nicolas ? Ouais, je comprends leur position et je la partage dans une certaine mesure. Avec une question, est-ce que l'inflation qu'on voit là, c'est un phénomène monétaire ? Est-ce que c'est les conséquences de la création de monnaie ? Et est-ce que c'est vraiment cette création de monnaie s'est déversée dans l'économie ou est-ce qu'elle est restée entre les banques centrales et les grands établissements financiers ? Donc, c'est pas possible. Enfin, pardon, mais cette idée que c'est un phénomène monétaire me hérisse. Donc ça fait 10 ans et tout à coup, alors ça deviendrait un phénomène monétaire. Voilà. Bien sûr que non. Donc, je me pose toujours, quand j'écoute les banquiers centraux, moi je suis beaucoup moins spécialiste qu'Émeric, je me dis toujours, mais est-ce qu'ils, je vais provoquer, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de construire toute une série de signaux ? Est-ce qu'ils mesurent bien la masse monétaire ? Est-ce qu'on comprend les phénomènes ? Ou est-ce que c'est pas devenu trop complexe ? Tu as certains économistes qui disent qu'aujourd'hui on manque de monnaie. Oui, mais alors. Leur argumentation n'est pas si Nicolas, bête je que me ça. permets de dire un truc, parce que la question, elle m'est posée assez régulièrement. Elle est légitime. À partir du moment où cette inflation est créée par des données massivement exogènes, notamment à la crise énergétique, à quoi sert-il de remonter les taux d'intérêt ? Et là, c'est cette notion un peu complexe, mais l'économie est faite de ça, les esprits animaux, casser les anticipations. C'est-à-dire, le sujet, c'est exactement qu'Émeric soit dans la disposition d'esprit dans laquelle il est, casser l'anticipation. Voilà. C'est pour ça que je disais que j'adhérais. Même si on sait qu'en fait, ça sert à rien pratiquement. Mais il faut casser les anticipations. Il faut faire quelque chose. Vas-y. Un léger bémol quand même, c'est que l'Europe est quand même, et la BCE est encore très en retard. Alors commence à faire sa mue. Mais quand on voit ce que fait la Banque d'Angleterre, la Banque de Norvège, la Banque de Fed, et évidemment encore plus la Fed, y compris la Banque du Japon, là, on se dit qu'il va falloir que ça accélère, mais au moins, Christine Lagarde, elle a des bons arguments là. Ce qu'a fait la Banque d'Angleterre est d'ailleurs le meilleur signe que ce n'est pas une inflation monétaire, puisqu'elle a démarré beaucoup plus tôt que les autres banques centrales, et l'inflation y a été bien plus forte qu'ailleurs. Mais voilà. Pour moi, ça s'est surtout répercuté dans l'immobilier, donc si on s'en sort à la fin sans un krach immobilier majeur, ça aurait été finalement une bonne nouvelle par rapport à, encore une fois, cette politique de quantitative easing de n'importe quoi. Hier, je discutais avec un banquier privé et on se rappelait en rigolant qu'il y a 2 ans, il y avait des articles partout qui disaient on va taxer les dépôts de nos clients. Et il me disait hier, on disait maintenant, la question, ça va être dans combien de temps est-ce qu'on va rémunérer les dépôts de nos clients. Donc enfin, la brutalité du retournement, effectivement, est normal. Tout à fait. Donc c'est dans ce contexte, on va voir la campagne de pub de Porsche qui commence là dans la presse économique. Enfin, remarquez, c'est la seule que je lis, donc peut-être qu'elle était dans toute la presse, j'en sais rien. Dans la presse économique, donc l'entrée en bourse de Porsche, alors si vous le voyez, c'est une Carrera jaune des années 60 ou 70, enfin bref, un monument quoi, de l'automobile. Et Porsche dit c'est la seule equity story. Voilà. Porsche qui prévoit de lever 9,5 milliards pour une valo comprise entre 70 et 75 milliards d'euros. Le vieux monde a de beaux restes, quand même. Donc, le Qatar et le fonds souverain norvégien garantissent l'opération. Et les actionnaires n'auront aucun droit de vote.
Tout est démesuré dans cette histoire quand même, Émeric, non? Je sais pas. Donc je rappelle que Sycomore est un des pionniers de l'ESG, donc je suis curieux de t'entendre là-dessus. Alors il y a beaucoup de sujets. Donc, bon, sur les droits de vote, si on est actionnaire de Volkswagen, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas pour avoir beaucoup d'influence au conseil, puisque c'est quand même le land de Basse-Saxe qui dirige un petit peu tout, et ensuite la famille Piège. Donc c'est plus, je dirais, dans une optique économique. Et c'est là où l'histoire Porsche est vraiment intéressante. Parce que le groupe Volkswagen, on le sait, c'est le premier ou le deuxième, ça dépend des années. Groupe automobile mondial, c'est à peu près 10 millions de véhicules. Et les marques, il y a énormément de marques, Volkswagen, Seat, Skoda, voilà. 14, peut-être, je sais. Je crois qu'il y en a 14. Et ce qui est intéressant, c'est Volkswagen, donc 10 millions de véhicules vendus, à peu près 20 milliards de profits. C'est quand même des sociétés très rentables. Et sur ces 20 milliards, il y en a la moitié qui viennent de deux groupes. Ces deux groupes, c'est Audi et Porsche. Donc, chacun fait à peu près 5 milliards chacun. Donc Audi, en vendant 1,5 million de véhicules, c'est-à-dire 15% des volumes, fait le quart des profits. Porsche, qui a vendu l'an dernier 300 000 véhicules, c'est-à-dire 3% des volumes, fait 5 milliards de profits, c'est-à-dire 20% des profits. Et tout le reste, et dans tout le reste, il y a la Chine, très rentable, il y a les services financiers, très rentables, et les autres marques gagnent de l'argent, Skoda, Seat, etc. Mais les marges sont de 3, 4, 5%. Audi, à peu près 10, c'est la norme dans le premium, comme c'est le cas pour BMW par exemple. Et puis Porsche, ils font 16% de marge et ça va un petit peu augmenter. Alors tu disais, la valo c'est 70-75 milliards, je crois que c'est très intelligent de leur part parce que c'est en dessous de ce que moi j'estimais la valeur de Porsche. Ah ouais. C'est en dessous de ce qu'estiment les analystes et c'est en dessous de ce qu'estime aussi le groupe en interne. Enfin, c'est pas un secret. Ils veulent que ça soit un succès. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Volkswagen est détenu lui-même par Porsche AG, c'est une holding, c'est pas du tout le constructeur de véhicules qui est en dessous. Et Porsche AG, actionnaire principal de Volkswagen, va lui-même acheter 12,5% de titres Porsche, donc dans l'entité qui va être cotée, à un cours supérieur de 7% au prix d'IPO qui sera retenu. Donc il sera vraisemblablement le haut de la fourchette, mais le haut d'une fourchette qui a été rabaissée pour que ce soit un succès. Si on 70-75 milliards pour 5 milliards de profits, ça fait, si je compte bien, 15 fois le multiple. Si on applique le multiple de Ferrari, qui pourtant a quand même pas mal baissé depuis le début de l'année, c'est pas 70 milliards que ça vaut, Porsche, c'est 180 milliards. Peut-être que Ferrari est survalorisé, et c'est normal que ça se paye plus cher, parce que c'est pas 300 000 véhicules, c'est 10 000, et c'est pas 15% ou 16% de marge, c'est 26 Ferrari. Donc on voit, c'est encore le créneau dessus. On est sûr que les Porsche électriques qui ne rugiront plus auront le même attrait chez les... C'est une très bonne question. Je pense que, on fait peut-être partie d'une génération sensible aux moteurs thermiques, mais il y a une clientèle aujourd'hui, et notamment en dehors d'Europe, qui adore le Taycan, qui est le premier modèle complètement électrique chez Porsche et qui marche très très bien. D'accord. Dès aujourd'hui, c'est 15% des volumes vendus par Porsche en full électrique. Et l'objectif, et je pense qu'il sera atteint, et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle en termes d'émissions, de pollution, etc., que c'est évidemment ça reste de la niche, je me fais pas, mais au moins ça donne quand même un rôle d'entraînement pour ensuite des voitures grand public, parce que Taycan à 150 000 €, évidemment que ça reste de la micro-niche. Mais aujourd'hui c'est 15%, et en 2030, 80% des ventes de Porsche devraient être complètement électriques. Mais pour répondre à ta question, les 911 vont rester thermiques. Il faut qu'il reste une petite partie des véhicules old school pour les... Ouais. Et donc toi t'achètes là ? On achète. Malgré l'absence de droit de vote, parce que j'ai vu que les agences de notation ESG disaient de ne pas participer au truc, la gouvernance n'est pas le point le plus fort du groupe, évidemment, même s'il y a eu des améliorations. Je rappelle qu'il y a 7-8 ans, nous n'étions pas actionnaires de Volkswagen. Ouais. Pas du tout parce qu'on avait anticipé le problème. Alors, ça nous a permis d'éviter le problème des moteurs truqués, mais c'était pas pour ça, c'était pour une question de gouvernance, justement, qui était. Donc, la gouvernance n'est pas parfaite, mais elle a progressé. Et en termes de trajectoire sur Porsche, nul n'est parfait, mais il y a une trajectoire qui, franchement, est assez convaincante et qui est réelle. Quand on est quand même en 2022, bientôt 2023, 2030, c'est pas quelque chose d'inatteignable. 80% de véhicules à zéro émission, c'est une trajectoire ils ont pris le mouvement, quoi. Et financièrement, je pense que c'est une opération intéressante. Le vieux monde à de Borest, hein ? Oui, non, moi je c'est ça, j'entends là, c'est passionnant, hein, le vieux monde à de Borest.
Oui, c'est effectivement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une opération qui rappelle, finalement, qui revient à des critères normaux au sens on price une opération de manière inférieure au prix pour que ça se passe bien, pas comme quand certains Cyril, arrivent avec des valorisations tu pourrais te dire quand même. Donc Porsche. C'est pour ça que j'ai signalé que c'était l'IPO était garanti donc par le fonds souverain norvégien, donc le pétrole, et par le Qatar, le gaz. T'es quand même pas dans les purs, quoi, tu vois. Non, mais c'est parce que le monde n'est pas ouvert au blanc. Je pense le monde n'est pas qu'ils ne prennent pas trop de risques, parce que ce que je n'ai pas dit, tu l'as rappelé, le prix c'est à peu près 70-75 milliards pour Porsche. Hein. Ouais. Mais la capitalisation de Volkswagen, et je disais que Porsche c'est quand même un quart des profits, la capitalisation boursière de Volkswagen c'est 75 milliards aujourd'hui. 75 milliards. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a 20 milliards de cash au bilan. Donc c'est. Oui. Il y a un an, il fallait acheter des sociétés plus étaient en perte et plus ça valait cher. On revient un petit peu à la réalité, qu'on achète des vrais profits avec des multiples bas. Exactement. Alors après, effectivement, sur l'ESG, il y a des sujets. Cela étant, peut-être qu'on reparlera de l'ESG tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le E, le S et le G, c'est le G qui est d'une manière générale le moins avancé, je pense. Oui, enfin là, tu as aussi le S. Alors, le S, je ne sais pas trop, mais le E, franchement. Le Qatar, le fonds souverain norvégien, c'est la totale. Mais c'est pas la société, c'est les actionnaires. Oui, mais enfin bon, voilà quoi. Tu te rends bien compte que. Nicolas. Ouais, et puis je voulais réagir, tu disais, est-ce que c'est des sociétés, Porsche, Ferrari, qui feront bien la transition, qui passeront bien à l'électrique? Moi j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, parce que c'est des boîtes qui ont des grosses marges, Émeric le disait, 26% de marge, 16% de marge, et qui investissent ces marges en fidélisation client. Vrai. Quand vous achetez une Ferrari, vous êtes dans le club utilisateur, vous êtes chouchouté, bichonné, on vous présente les nouveaux modèles, y en a plein qui en ont plusieurs. C'est aussi vrai chez Porsche. Et donc, ils vont amener leurs utilisateurs facilement vers l'électrique, parce qu'ils les fidélisent, ils les connaissent. On va voir. C'est vrai que, alors, il se trouve que j'en ai vu sortir une d'un parking électrique, ne faisant absolument aucun bruit. J'avoue, c'est très impressionnant, en fait. C'est peut-être encore plus impressionnant. Mais c'est Porsche magnifique, quoi, et qui ne fait plus aucun bruit. En pratique, comme ça. Et c'est très agréable au quotidien, une voiture qui ne fait pas de bruit. Oui, sauf que je sais pas. Alors, pour 95% dans des mon personnes, idée, il y a des fanatiques qui aiment bien les moteurs, mais pour la plupart des personnes, être sur une autoroute sans aucun bruit avec un petit flux d'air, c'est beaucoup plus détendant. Et je pense que peut-être dans 10 ou 15 ans, on se dira, mais comment on pouvait rouler dans des voitures qui étaient polluantes, qui faisaient beaucoup de bruit. Donc c'est assez agréable comme expérience, je dirais, utilisateur. Alors effectivement, sur l'ESG, donc j'avais déjà parlé, on va peut-être le voir là, du Texas qui sort. En fait, c'est plusieurs États américains, dont le Texas, la Floride, la Virginie occidentale, qui ont pris des mesures contre le développement des pratiques ESG en entreprise. Mais il se trouve que là, depuis 2 jours, il y a encore plus. Le Financial Times dit que les grandes banques américaines vont quitter la grande alliance Net Zero, donc je crois que c'est Glasgow Net Zero, la grande alliance bancaire internationale que préside l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, par crainte de poursuites judiciaires. Pourquoi ? Parce que, notamment ces États américains disent, voilà, vous ne servez pas l'intérêt de vos actionnaires. Et donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Si JP Morgan, Bank of America, etc. et tout se mettent à tourner Kazakh, là, c'est plus comme l'État du Texas où on pouvait se dire, bon, ok, les gars sont des... Enfin, c'est le Texas, quoi, voilà, on les connaît. C'est peut-être un truc qui aurait un tout petit peu plus d'ampleur. Je ne sais pas, Émeric, comme tu es là-dedans, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte importants sur la finance verte ou pour toi, ça reste des épiphénomènes ? Ni l'un ni l'autre, je pense qu'il faut regarder ça avec un peu de recul. Le Texas, c'est quand même un État qui est anti-avortement, par exemple. Oui, mais c'est un État qui est quand même très très rétrograde sur beaucoup de sujets. Là, ça dépasse le Texas, quoi. Quand tu as Bank of America, etc., machin, qui disent l'alliance Glasgow, on ne peut plus parce qu'on va se faire poursuivre par nos actionnaires. Donc, mais c'est pas tout le monde. Ensuite, effectivement, c'est un peu à l'américaine, donc c'est un peu cow-boy, quoi. C'est une annonce un peu tonitruante, beaucoup de bruit. Est-ce qu'ils ont raison ? La réponse est évidemment non. Mais il y a le discours et il y a les faits. Et au Texas, je crois que 15% de la production d'énergie est d'origine renouvelable, mine de rien. Oui. Donc il y a les deux. Important, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas non plus, ils font pas que ça. Moi, ce que je pense, c'est que c'est excessif et qu'il faut, c'est pas du tout un exemple à suivre, mais que c'est une alerte pour la finance verte un peu bidon, qui existe aussi. Quand je dis aussi, le greenwashing, c'est même aujourd'hui, et je le dis parce que je le vois tous les jours, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises.
Vous avez un petit exemple. Il y a énormément d'entreprises qui se disent net zéro 2050, qui parlent de ESG du matin au soir et qui laissent leur bureau allumé tous les week-ends. Hein, c'est pas compliqué. C'est une petite chose, c'est un petit exemple, mais je veux dire, ça, c'est le genre de choses qui sont inacceptables. Et de manière plus fondamentale. Là, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup quand même. Oui, il y en a encore plein. D'électricité. Ils ont tous appelé Schneider Electric, là, ça s'arrête dès qu'il n'y a plus personne. Ce serait bien, j'espère que tu as raison. Petit coup de pub pour cette formidable entreprise. Et ensuite, je pense que c'est une manière de rappeler, et ça, d'ailleurs, je vois que chez nous, en tout cas, on en fait depuis le début de ce qu'on appelle l'ISR. Hein, c'est 20 ans. C'est toi qui me l'as appris, j'ai déjà beaucoup dit. Hein. Merci. Non, mais la doctrine évolue au fil du temps, on affine, et ce à quoi on croit, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça devient central pour beaucoup d'investisseurs. On sort d'une phase où, finalement, on faisait l'ESG facile et l'ESG, j'appelle l'ESG bobo. Hein, c'est-à-dire, L'Oréal sera net zéro en 2050. Ouais, mais L'Oréal, ils ne sont pas un problème en termes d'émissions de CO2. Et puis Capgemini, c'est peut-être pas le cas, mais va faire rouler ses consultants dans des OE électriques. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette, ça. Le vrai problème, et c'est pour ça que je suis très très pessimiste, et je pense qu'on n'arrivera pas au net zéro en 2050, malheureusement, parce qu'à l'échelle de la transition énergétique, 25 ans, c'est pas si long que ça. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer aux problèmes chez les vrais pollueurs. Oui, voilà, c'est quoi les vrais pollueurs? C'est les cimentiers. Donc que L'Oréal soit net zéro, je m'en fous. Que Lafarge dise on sera net zéro, ce qu'ils ne disent pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Donc les cimentiers, l'industrie de l'acier, l'aluminium. Puis après tout ce qui est industrie chimique, etc. Donc déjà ça c'est un grand pan. Ensuite il y a les bâtiments à isoler. Donc il faut s'attaquer à ça. Je pense que l'ESG efficace, alors je ne suis pas en train de dire que le Texas a raison, mais c'est de dire il faut, et c'est ce qu'on fait, il faut financer pas seulement les bons élèves, parce que c'est très facile d'être bons élèves, qu'on a un cabinet de conseil, une boîte qui fait des cosmétiques, mais c'est de financer ceux qui vont vraiment dans la bonne direction. Et c'est pas tous les pétroliers texans. Il y en a certains qui n'ont rien à foutre, qui forent, etc. Mais il y a des pétroliers qui se disent, un jour, il n'y aura plus de pétrole. Deux, il faut adresser ce sujet du changement climatique. Donc il faut investir massivement. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Absolument. Et je pense que le rôle vraiment responsable que ce soit un asset manager ou une banque, c'est d'identifier les sociétés qui réellement font des avancées. Je vais prendre un exemple. Non, attends, parce que sur la finance, le temps tourne très vite, mais je vois bien ta conclusion sur la finance, c'est la fameuse phrase de MacArthur, on n'arrête pas la mariée avec une serpillière. Voilà. Hein, le truc est parti, et c'est pas des petits combats d'arrière-garde à droite-gauche qui l'arrêtent. Et on parle beaucoup de Total, mais qui effectivement fait partie de ça, mais il y a d'autres exemples. Il y a un de nos analystes ESG qui était la semaine dernière, qui a passé une semaine entre Norvège et Scandinavie pour justement aller voir des entreprises sales. Donc des sociétés qui fabriquent de l'aluminium, des mines, donc des engins qui consomment énormément pour voir ce que font concrètement ces sociétés. Et ça, c'est plus encourageant, parce que là, on n'est pas dans le greenwashing, on est dans des sociétés qui changent les process de production pour, par exemple, par tonne d'acier, baisser le contenu énergétique. On ne peut pas diviser par 10. Pour faire de l'acier ou de l'alu, il faut beaucoup de... Mais il y a des méthodes qui permettent de baisser. Et deux, ce que l'on peut faire, c'est alimenter qui sont très consommatrices en énergie avec des sources renouvelables ou de l'hydrogène. Donc ça, c'est concret. Mais ça ne va pas se faire en 5 ou 10 ans. Ça sera plusieurs décennies. Mais là, c'est le côté qui, moi, m'intéresse dans l'ESG. Cyril, sur la finance verte, parce que j'ai compris le combat de l'impact d'Emeric. Évidemment, le Texas, il ne faut pas surexagérer cette réaction. Mais moi, je crois qu'il n'y a que deux menaces pour la finance verte. Il y en a une qui est minime, l'autre qui est plus embêtante. Celle qui est minime, c'est celle de l'arrogance. C'est-à-dire qu'il faut, et ce n'est pas du tout le cas de Sycomore, je ne dis pas ça pour toi, Emeric, mais c'est effectivement, il faut aussi se garder de donner des leçons en permanence. Et on a une tendance quand même maintenant, aujourd'hui, à entendre beaucoup d'investisseurs financiers qui auraient bien des choses à se faire pardonner par ailleurs et qui donnent un peu trop de leçons. Donc je trouve que quelque part, bon, ça nous le rappelle, mais c'est pas très grave. Non, le problème majeur de l'ESG d'un point de vue de communication et finalement peut-être même après d'investissement, c'est qu'il y a une dimension politique et subjective dans l'ESG et qu'il ne faut pas le perdre de vue. Donc effectivement, je pense qu'on ne sait pas encore très bien quels sont les véritables critères, c'est une science qui évolue, qui n'est pas parfaite encore, qui va dans le bon sens, mais on ne peut pas donner un critère, à mon avis. Pas encore la comptabilité extra-financière gravée dans le marbre. Exactement. Ça, et puis, alors ça, c'est plus anecdotique, mais moi, ça m'inquiète énormément, c'est que beaucoup d'entreprises, d'investisseurs, et ne
sont pas du tout équipés pour avoir des vrais analystes ESG qui eux-mêmes, et je ne parle pas des agences extra-financières que je pratique par ailleurs, qui sont quand même pour la plupart totalement débordés et font des choses parfois très limites en termes enfin, je veux dire, à côté, Parmalat et Enron, dans certains cas, on rigolerait maintenant. Mais bon, attends, donc je ça, c'est redonne moi le le vrai chiffre, problème. je redonne le chiffre qu'on a découvert avec Orpea. Un analyste ESG suit 1000 boîtes. Bah oui. 1000 boîtes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut faire les choses, je pense, progressivement, et la tendance est inéluctable et elle est très bonne, ça n'est pas de débat là-dessus. Mais effectivement, il faut se garder d'aller trop vite, peut-être trop, et d'une manière trop cavalière. On le voit même après 150 ans de référentiel comptable, je parle financier, on peut arriver à Enron, WorldCom et à tout un tas de fraudes, mais sur le référentiel extra-financier, il est loin d'être établi. Et pour moi, un des challenges, et quand on nous demande, nos clients demandent, c'est quoi l'étape d'après? Est-ce qu'au début, on avait un petit peu d'avance quand on parlait de ESG il y a 20 ans. Aujourd'hui, parler de ESG, on n'a pas d'avance. Tout le monde en parle. Donc je dis, notre rôle, c'est de développer des outils les plus fiables possibles pour mesurer des choses qui sont très compliquées à mesurer. Et nous, ça fait 7 ans, par exemple, qu'on a dépensé beaucoup d'argent. On est une toute petite société, mais on a dépensé beaucoup d'argent pour définir un référentiel qui s'appelle la NEC, c'est Net Environmental Contribution, pour mesurer l'impact environnemental des sociétés dans lesquelles on investit. Et c'est très objectif. Et évidemment, il y a le CO2 là-dedans, parce que le CO2, c'est relativement bien mesuré. Mais il y a beaucoup d'autres aspects. Les consommations d'eau. C'est un autre sujet. L'air. C'est un autre sujet. Mais ça, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des référentiels pour mesurer les critères extra-financiers. Mais moi, c'est le truc qui me perturbe dans cette histoire, c'est que justement, on ne se concentre pas sur le carbone. Mais Nicolas. Pareil, dans ce que disait Cyril, il disait il y a 2 écueils, il y a l'arrogance et la subjectivité. Je suis assez d'accord. Et il y a l'aspect binaire aussi. Parce qu'en fait, il y a 2 standards, il y a 2 façons de faire de l'ESG. Où on exclut, on dit, voilà, ça c'est du pétrole, ça c'est du charbon, on ne touche pas. Où on le fait, à mon avis, intelligemment, en regardant le best in class. Dans ceux qui c'est ce que racontait Émeric. C'est ce que racontait Émeric. Tu mesures l'impact. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on tombe, par exemple, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de la taxonomie européenne. Il s'agissait de tout financer, sauf l'armement et sauf le nucléaire. Bon, en ce moment, on se rend compte qu'on a besoin d'armement et besoin de nucléaire. Il y a quelques années, il s'agissait d'arrêter de financer toutes les centrales. En Europe, tout ce qui était centrale à charbon et gaz. Donc finalement, on rallume des vieilles centrales qui consomment beaucoup plus et qui polluent beaucoup plus que les centrales chinoises de nouvelle génération. Et donc tout ça, ça se retourne contre le climat. Donc l'aspect binaire, c'est un vrai danger. On le voyait en politique, on parlait du Texas et des États-Unis qui deviennent un pays binaire avec 2 camps qui ne se parlent pas. La bonne façon de réconcilier les choses, c'est effectivement de regarder les process, de regarder concrètement ce que font les entreprises, au lieu de les montrer du doigt et de dire vous êtes dans un métier de salaud, c'est de dire c'est très intelligent ce que vous faites. On s'arrête. On marque une pause. On parle des retraites dans un instant. On repart avec les retraites. Nicolas, donc nouvelle étude de l'Institut Molinari. On va voir la une, voilà, le chiffre assez impressionnant que tu donnes autour donc, de ce qu'on peut appeler le hors-bilan de l'État. C'est-à-dire, pour toi, il y a 33 milliards d'euros par an, c'est bien ça, par an. Ouais. 33 milliards d'euros par an qui ne rentrent en fait dans aucune comptabilité, c'est ce que tu dis. Ça rentre dans la dette. Ça rentre dans la dette, ça c'est sûr, mais aucune comptabilité publique n'en tient compte. Aucune comptabilité publique. Quand on regarde les comptes de l'État, on ne le voit pas. On voit une sorte de compte d'affectation spéciale et qui est en fait totalement subventionné par l'État. Après, dans la comptabilité de l'État, on voit 2000 milliards de promesses au titre des retraites des fonctionnaires. C'est 105% du PIB, mais personne n'en parle. Voilà. Et puis vous avez le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui depuis 20 ans dit que les retraites sont quasiment à l'équilibre, mais qui depuis 20 ans n'a jamais regardé les retraites des fonctionnaires, parce qu'en 2001, il a dit « Ah ben les fonctionnaires, c'est pas la répartition », ce qui techniquement est vrai, les fonctionnaires, ils relèvent du budget, ça date de 1853, et donc le COR dit « Ben non, comme c'est le budget, ça doit être équilibré, un budget ça devrait être équilibré », donc on considère qu'il y a 0 déficit dans l'État au titre des retraites. Alors ça, c'est catastrophique parce qu'en fait, Ça me semble dingue. Oui. Et d'ailleurs, la méthode est Cyril, géniale. tu valides Moi, alors, totalement, j'avoue que je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais à l'époque du rapport Pébro en 2000... Tout à fait. 2008, 2006 ou 2007. 2007. Ce qui avait fait, moi, qui m'avait beaucoup marqué, et d'ailleurs qui avait permis de faire des gros chiffres, c'était les engagements hors bilan de l'État. Il y avait 1000 milliards d'euros de dettes officielles OAT classiques et 1000 milliards d'hors bilan. Il avait sorti ce truc-là. Alors, on en avait un peu parlé pendant quelques mois, et puis après, effectivement, ça a disparu. Donc, maintenant, c'est 2000 milliards, c'est ça. Bon, voilà.
Donc ce qui est effrayant, parce qu'on considère que c'est pas la dette, mais c'est de la dette future, que c'est une charge qu'il va falloir assumer. Alors après, il peut y avoir des débats comptables, mais le fait est que c'est un engagement que l'État a vis-à-vis de personnes qu'il doit honorer. Nicolas, on n'en connaît pas les contours de la réforme. D'abord, juste petit tour de table rapide, mais il a raison de passer à la hussarde. Cyril, amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, on y va. Tout ce qui a été discuté a été discuté, donc perdons plus de temps, on fonce. Oui ou non? Oui, mais enfin, en même temps, non. Ah oui. Si, non, mais de toute façon, moi, cette réforme, ça fait tellement longtemps que Emmanuel Macron, il faut la faire. J'arrive pas à croire qu'il va la faire, donc il n'a pas le choix, il faut y aller en force, oui. Après, le choix d'un amendement pour le PLFSS, je pense que c'est un peu dangereux d'un point de vue, paradoxalement pas politique, mais d'un point de vue juridique. Mais en dehors de ça, oui, il a raison. Mais sur après, les dégâts en termes politiques, enfin, je pense que c'est quand même. Enfin, j'ai vu ça, mais c'est quand même. Enfin, si la réforme des retraites, c'est pas du financement de sécurité sociale, oui, je vois pas ce que sauf ça peut être. qu'il nous avait dit pendant des années que sa réforme ne serait pas paramétrique. Mais encore une fois, oui, je mais suis plutôt pour, donc pas de sujet. Mais c'est plus. Donc il va la faire il prend paramétrique. un risque. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui. Mais il prend un petit risque juridique quand même. Bon, d'accord. Ça serait quand même. Nicolas, risque juridique? J'ai envie de dire, si tu passes en force, tu dois passer en force pour un truc fondamental. Et là, la réforme qu'on va faire, on va travailler un petit peu plus. Elle résoudra qu'une partie des problèmes. Parce que le problème, c'est pas qu'on vit plus longtemps à la retraite. Ça, c'est une accessoire, c'est une anecdote. Le problème, c'est la démographie. Dans les années 90, il y avait 2,8 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,8. Donc, il manque quelqu'un qui va travailler 42 ans. Alors, on va travailler 1 ou 2 ans de plus. Mais ça ne va pas remplacer la démographie qui est manquante. Le carburant de la répartition, c'est les gens. Et les gens ne sont plus là. Notre ratio démographique n'est plus bon. Il s'agit bien sûr de contrebalancer en plus l'augmentation de l'espérance de vie à la retraite. Donc ça, en bougeant le curseur, on va le corriger. Mais les déficits, on va les garder. En fait, on ne fait pas la vraie réforme. On fait la réforme cosmétique, on fait la réforme de façade. Mais il faut aussi faire évoluer le moteur de financement. Quand on a Oui, donc là, toi, tu rentres dans ton autre grand sujet, c'est la capitalisation. Mais c'est lié. Oui, en fait, Macron, là, propose une réforme. Dans 3 ans, il faut en faire une autre. Et donc, il sera passé en force, il aura braqué tout le monde. Et on n'aura pas l'évolution du débat intelligente. Ouais, non, mais j'entends. Tu nous avais décrit tout ça. Moi, je me dis qu'il faut quand même y aller. Bien sûr. Tu as rappelé les chiffres de cotisants. Ouais. 1,6 ou 7 aujourd'hui. Ouais. C'était 2 pour un retraité en 2004 et 2,8 il y a 30 ans. Ouais. Et si on va devant, c'est 1 pour 1 en 2070. Et c'est ça le problème. 1 pour 1. Sachant que par ailleurs, et j'ai regardé dans la fonction publique, c'est factuel, il y a 0,9 cotisants pour un retraité. Oui, d'où c'est 2000 milliards. Voilà, les 33 milliards en bilan, après ils sont dans la dette quand même. Hein, mais bon. Et effectivement, je ne peux que partager ton avis, je ne connais pas le problème en détail, mais il faut quelque chose de fondamental. C'est pas... Mais entre rien faire et fondamental, la rustine de 2-3 ans, il faut quand même la faire. Parce que tout ce que l'on dit là, Emmanuel Macron, il le sait par cœur. Ouais. Mais il se dit jusqu'où je peux aller. Il va y avoir des remous, mais il faut quand même faire quelque chose. Pour équilibrer la fonction publique, il faudrait que les fonctionnaires travaillent jusqu'à 72 ans. Heureusement, personne n'en parle. Bon, là, par 72 ans. Là, je suis pas pour, là. Mais oui, mais personne n'est quand même fou. Il faut changer le modèle. L'économiste Jérôme Mathis, qui est prof en université, nous a dit l'autre jour, moi, sur ma feuille de paye, l'État donne plus au régime de retraite que moi en salaire. Mais bien sûr. Et déjà, ils cotisent énormément, ces fonctionnaires. C'est ça qui est fou. Sur les fiches de paie de fonctionnaires civils, il y a 85% du traitement indiciaire en cotisation retraite. Sur un militaire, c'est 135%. Et on ne peut pas comprendre le problème des finances publiques depuis 1980 si on oublie le vieillissement. En fait, nos comptes publics étaient à l'équilibre quand il y avait encore beaucoup d'actifs pour un retraité. Comme l'État n'a rien provisionné, mécaniquement, depuis le contre-choc du baby-boom, il est en déficit. L'essentiel, 30% des déficits de l'État, c'est de la retraite. 28% du budget de l'éducation nationale, c'est de la retraite. En fait, si on ne résout pas ce problème-là, on ne résorbera jamais nos déficits. Et c'est pas donc d'accélérer la réforme Touraine, globalement, c'est ça qui pourrait se dessiner, avec une petite borne d'âge. J'ai même entendu 63 ans, moi, maintenant. Donc voilà, c'est vraiment la toute petite borne d'âge qui va régler le truc. La vraie chose, parce qu'en plus, il y a 2 problèmes en matière de retraite qui sont radicalement différents. Il n'y a pas de problème dans le privé. Quand vous regardez la GIR Carco, ils sont à l'équilibre. Ouais. Ils n'ont jamais fait de déficit depuis leur création.
ils ont des points, ils ont des réserves. Le problème de cette retraite privée très bien gérée, c'est la baisse du taux de remplacement. Parce que l'Agirc Arrco redistribue ce qu'elle collecte. Si elle collecte moins, elle distribue moins. Ouais. Et donc le problème vu de l'Agirc Arrco, c'est de compenser cette baisse, et donc c'est de faire monter en puissance une capitalisation collective. Ça, c'est le problème de l'Agirc Arrco. Le problème de l'État, il est radicalement différent. L'État, il fonctionne en prestation définie. Il a promis quelque chose, il n'a rien mis de côté. Donc il a deux choix. C'est le choix Macron façon 2020. Je change ma promesse, j'arrête de faire une promesse différente, j'aligne mes fonctionnaires sur le secteur privé. Ça n'a pas marché. Alors là, il va reculer un peu l'âge, mais globalement, ça n'a pas marché. Et il a cette démographie qui est très dégradée. Et il y a l'autre choix qui n'est pas dans le débat public aujourd'hui, c'est dire, ben voilà, si je fais une promesse différente, je commence à provisionner. Dans le secteur privé, quand vous êtes employeur privé, que vous faites une promesse différente en matière de retraite, vous provisionnez votre différence. Et comme ça, elle ne se reporte pas sur vos comptes. Mais en plus, Nicolas, ça va encore plus loin que ça, parce qu'il nous dit qu'il va dégager des marges de manœuvre financières avec sa réforme. C'est-à-dire, toi, tu nous dis, on est 10 mètres en dessous du seuil de flottaison. Lui dit, non, on va dégager des marges de manœuvre financières et je vais discuter avec les syndicats de l'emploi de ces marges de manœuvre financières. Tout à fait. On en est. C'est vrai que travailler plus longtemps, ça améliore tout. Ça améliore, ça réduit le déficit de l'État en termes d'employeurs, parce que l'État n'a rien fait pour ses retraites. Ça améliore les recettes des régimes de retraite. Ça améliore les recettes de l'assurance maladie. Ça améliore toute une série de recettes. Donc, il a raison de dire que ça va dégager des marges de manœuvre. Là où il a tort, c'est que le problème est tellement abyssal, il manque 30 milliards par an en ce moment, que ces marges de manœuvre, s'il commence à les redistribuer, il fait un coup pour rien. C'est des chiffres assez effrayants, mais bon. Spectaculaire. J'ajoute juste que le 10 ans français a dépassé les 2,5%. Voilà, pour revenir à notre sujet Banque centrale. Non, encore une fois, il faut la faire, cette réforme, c'est sûr, mais c'est pas la plus importante, à mon avis, à faire en France aujourd'hui, paradoxalement. Dans l'urgence absolue. C'est-à-dire ? Moi, j'aimerais voir une vraie réforme de la formation professionnelle pour résoudre un des graves problèmes auxquels on va être confronté, qui est celui de la non-adéquation des salariés, la difficulté de recrutement des salariés, des secteurs qui ne peuvent plus progresser. Elle n'est pas faite, cette réforme-là ? Non, mais il y a ça pourrait faire l'objet d'une émission entière sur comment la réforme de l'apprentissage, ce qui se passe dans les dispositifs de validation des acquis. Non, mais vas-y, donne-nous 2-3 éléments, parce que moi, je suis absolument persuadé qu'elle est faite, cette réforme, que la possibilité donnée par Muriel Pénicaud aux entreprises de monter elles-mêmes leur centre de formation d'apprentis, c'est ça, oui, Cyril, oui. Avec des formations qui sont validées, et qui donnent droit ensuite à des carrières qui sont des carrières. Un exemple, il faut avoir pour valider des acquis de l'expérience, il faut avoir des jurys, parce que souvent, ça dépend des types de diplômes, mais si vous avez des diplômes d'État, soi-disant d'État, dans le secteur de la santé, par exemple, il faut des validations par des jurys. Dans le secteur des aides-soignants, par exemple, il n'y a que 3 jurys par an qui délivrent 60 à peu près dans la journée, qui se réunissent 3 jours par an pour délivrer à peu près une soixantaine d'examens. Donc c'est pas grand-chose à l'échelle des dizaines de milliers. Mais pourquoi ils valident individu par individu ? Oui. Donc voilà, donc effectivement, il y a énormément de choses à faire. Alors que des aides-soignants, il y en a besoin de milliers, quoi. Je pense cette réforme-là, et effectivement, c'est très bien d'avoir des gens qui travaillent plus longtemps, mais d'abord, il faut aussi avoir des gens qui travaillent, mais c'est autre chose. Émeric ? Oui, il faut travailler plus longtemps, mais on ne peut pas non plus repousser on peut repousser d'1 an, 2 ans, 72 ans, il dit. Non. Je dis juste qu'il faudrait capitaliser si on ne veut pas arriver à ça. Mais à un moment, tu fais la vérité des chiffres et après tu discutes. Mais il faut commencer par faire la vérité des chiffres. C'est là où je te soutiens totalement. Après, tu peux débattre. Bien sûr. Mais d'abord, il faut faire la vérité. Comme pour le SD. Tout ça est extrêmement complexe. Et pour arriver à résoudre l'équation, il faut agir sur beaucoup d'aspects. Travailler plus longtemps, oui. Moi, je dirais surtout travailler un peu plus. Avoir un peu plus de quantité de travail. Oui. C'est le grand but d'Emmanuel Macron. Oui, c'est 35 heures.
ça va pas, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas de miracle. Donc il faut travailler un petit peu plus, il faut réfléchir. Alors, on va pas d'un trait de plume dire il y a trop de fonctionnaires, pas assez de fonctionnaires. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de ci et de ça. Et il y a 3 000 milliards de dettes. Et voilà. Je viens de résumer. Exactement. Donc, je pense le point de départ, au-delà de dire on va bosser jusqu'à 62, 63, c'est un problème de compétitivité globale. Il faut accepter de faire un certain nombre de changements. Mais est-ce qu'on est capable de le faire en France ? Je ne sais pas. À la fois en termes de temps de travail, en termes de cotisation. Sur le temps de travail, tu sais, Émeric, parce que le truc est quand même revenu régulièrement et maintenant, je sais pas, à chaque fois que le truc est revenu sur la table, à un moment, les chefs d'entreprise, Cyril, tu étais encore journaliste à ce moment-là, les chefs d'entreprise disent écoutez, arrêtez avec les 35 heures, c'est bon, plus personne bosse 35 heures, tout le monde bosse plus, on a nos systèmes pour contourner tout ça, nous remettez pas dans des négociations à n'en plus finir, Ils ont pas aidé. laissez-nous bosser. Oui, non, vraiment, du côté des ceux qui bossent plus de 35 heures, oui, c'est les artisans, c'est les personnes dans les petites entreprises. C'est les grandes entreprises qui ont poussé, en fait. Ouais, et tu te retrouves en fait avec un système qui est globalement... Tiens, tu parlais de Volkswagen, c'est 32 heures par semaine, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et donc, les grandes entreprises donnent de la flexibilité à leurs salariés, les PME, les ETI, moins. En face, tu as des heures supplémentaires défiscalisées. Enfin, tu vois. Mais en revanche, sur la durée de vie au travail, je crois que c'est là-dessus qui commence, comme le dit Cyril, avec l'apprentissage, la formation, et qui continue avec l'idée qu'on essaye de garder les seniors un peu plus longtemps au boulot, quoi. Ce qui est moins vrai dans ton secteur. Il y a moins de... Il y a moins de... Il y a moins de précarité liée à l'âge, au contraire, on gagne de l'expérience, non ? Oui, Warren Buffett, il a 12 ou 13 ans, il travaille très bien. Voilà. Un truc à rajouter encore sur ce sujet des retraites, Nicolas ? Là, je parlais debout, parce qu'en fait, on s'est félicité du taux d'emploi à 68%. S'il est remonté, c'est 2 facteurs. Il y a plus d'apprentissage, et il y a la loi Touraine, ce qui fait qu'on travaille plus longtemps. Ouais. Pour conclure sur les retraites, la vraie réforme structurelle, c'est que l'État prenne sa responsabilité en tant qu'employeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'embêter tout le monde à dire je vais faire une réforme générale pour le public et le privé, qui se mettent autour de la table avec ces organisations syndicales et qui décident ce qu'il fait. Maintenant, on embauche des fonctionnaires sous statut de droit privé en termes de retraite. C'est ce qui se fait à la sécurité sociale. Vous bossez à la sécurité sociale, vous êtes en droit privé. Ou sinon, on continue avec des avantages, mais on les provisionne. Ouais. Et que dans le secteur privé, on généralise la capitalisation collective. Les fonds de pension, ça marche très bien en France. Le plus gros fonds de pension, c'est celui des fonctionnaires, l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique. Il dégage 5,6% de rendement depuis sa création. Tout le monde au board, la CGT, la CFDT, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Ouais, c'est le paradoxe. Ça fonctionne super bien. Ouais. À la Banque de France, ça fonctionne super bien. Au Sénat, ça fonctionne super bien. Dans le privé, il y en a un peu, notamment, moi j'aime beaucoup la Mais tu CGT des sais, pharmaciens. Nicolas, on en avait déjà parlé ensemble. Les montants à rassembler pour que cette capitalisation ressemble à quelque chose sont tellement importants. Et on n'a pas du tout commencé pour le privé. Que Oui, mais les pharmaciens, par avant exemple, que ce soit efficace, oui, mais avant que ce soit en efficace, 10 ans, ils l'ont généralisé, les pharmaciens l'ont généralisé en 2009. On est en 2022. Ça paye aujourd'hui 50% de leur retraite. Alors, comment ils ont fait ? Certains avaient commencé avant, sous une forme facultative, mais c'est relativement rapide. Quand on s'y met et en collectif, ça a une force incroyable. Si vous vous mettez à épargner de façon individuelle, vous allez acheter un produit individuel, il y a plus de marge pour la personne qui vous l'a vendu, c'est normal, il y a un acte de vente qu'il faut rémunérer. Si vous allez dans un produit fonds de pension collectif, vous avez beaucoup, beaucoup moins de frais de gestion, parce que la négociation, elle est collective. ça c'est clair. Elle est faite au nom de dizaines, voire de centaines, voire de millions de bénéficiaires. Ah bah oui, ce sera des millions de bénéficiaires. et donc, 26 millions de bénéficiaires. Au lieu d'avoir sur le fruit de votre épargne un tiers pour l'État, un tiers pour le distributeur et un tiers pour vous, ben là, vous avez au minimum 2 tiers du rendement. Et donc, vous avez des épargnes qui montent en puissance beaucoup plus vite. Et le collectif est important. On ne doit pas le laisser devenir peau de chagrin en France. Moi, je suis d'obédience libérale, mais je ne suis pas pour le sauve qui peut de certains qui ont réussi à épargner parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Et puis, on laisse la masse dans une sorte de répartition qui est de moins en moins satisfaisante, qui coûte très cher et qui verse moins parce que la démographie n'est plus là. Ce n'est pas acceptable.
Il nous reste 10 minutes. Un mot du choc électrique quand même, parce que j'ai mis du temps à comprendre, je dois vous avouer, je vais essayer d'aller assez vite, mais il y aura une nouvelle réunion le 30 septembre des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on se gratte la tête à savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler cette histoire de blocage du prix du gaz. Non pas bloquer le prix du gaz à l'achat, parce qu'à ce moment-là, Poutine coupe mais bloquer le prix des mégawattheures qui sortent des centrales à gaz. Le problème, pour le faire assez court, c'est que les Allemands font beaucoup d'électricité avec des centrales à gaz. Ils payent assez cher pour que ça ne coûte pas trop cher à leurs entreprises. Nous, on en fait très très peu. Et donc, ça reviendrait pour les Allemands, qu'on le veuille ou non, à subventionner l'industrie française si jamais ils acceptaient ce mécanisme. Donc, c'est un peu là-dessus que... C'est un peu complexe. C'est un peu là-dessus que ça va discuter le 30 septembre, mais c'est vrai que j'entends Ruth Bézieux qui dit « mais bon Dieu, on perd du temps, les entreprises sont en train de renégocier leur contrat pluriannuel de couverture, etc. et tout, et c'est x10 ». Simplement, tu vois pas où est la solution, quoi. Voilà. Vu l'état, encore une fois, de notre parc nucléaire. Voilà. Vous avez un... truc là-dessus, un commentaire, Aymeric, sur le... Tu l'as dit, il n'y a pas de solution à court terme. Il n'y a pas de on peut solution faire ce à qu'on court veut, terme. on peut subventionner donc la EDF qui perd je ne sais pas combien, 30 milliards par an. 29 milliards sur cette histoire, je l'ai dit hier, on aurait dû être le Koweït de cette crise électrique. On aurait dû ramener les 30 milliards qui nous manquent chaque année pour les... C'est incroyable. Je pense qu'à court terme, il n'y a pas. Enfin, c'est pas je pense. C'est qu'il n'y a pas de solution magique. Les investissements dans ce domaine-là, c'est au plus court 4-5 ans. Je dis 4-5 ans parce que c'est quoi? C'est le temps, par exemple, de construire un méthanier, un terminal gazier pour augmenter de manière significative les approvisionnements du Qatar, par exemple. Mais on ne peut pas dire on veut plus de gaz du Qatar. Alors si, on peut un peu jouer à la marge, mais... Donc ça, c'est le minimum. Et puis après, il y a le temps des décennies. J'insiste, tu ne règles pas le problème, parce que c'est les Allemands qui ont besoin du gaz. Et les Allemands, ensuite, ne veulent pas nous renvoyer l'électricité à prix capé, parce que c'est eux qui payent. C'est normal. Ils nous subventionnent. J'en sais rien si c'est normal. Si, c'est normal. Ah oui, alors ça veut dire... Si c'était l'inverse. Bah oui, alors une fois encore, ça veut dire que... Voilà. Déjà, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des sujets, mais on ne peut pas demander aux Allemands ou aux Espagnols de payer pour l'industrie française. Ah non, les Espagnols, si on demandait l'inverse. Juste un mot, les Espagnols, eux, ils peuvent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interconnexion. Donc justement, les Espagnols, finalement, ne payent que pour leur propre énergie. Alors que la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, c'est totalement interconnecté. Donc celui qui paye pour la facture de gaz, il paye pour toute l'Europe. Je pense qu'on a vu en France une tension maximale avec c'est pas la guéguerre, c'est pas le mot, mais entre Lévy et Macron. Ouais. Lévy disant c'est à cause de l'État, ce qui est quand même un peu limite. Si les centrales ne sont pas entretenues, c'est pas à cause de l'État qui a dit arrêter d'entretenir les centrales. Et je pense que cet hiver, on aura quelques bonnes surprises sur la remise en marche de certaines centrales. Je pense. Ouais. Alors moi j'ai des signaux complètement inverses. On verra. Vas-y, Cyril. Non, beaucoup de spécialistes de l'énergie de l'intérieur, on va dire, disent on n'est pas du tout certain que EDF arrive à relancer ses centrales. Je reviens à mon petit sujet. Problème de formation professionnelle. On n'a plus les compétences. Attends, c'est ça qui a, je sais pas. Je sais c'est pas l'étincelle du truc. Jean-Bernard Lévy dit pourquoi on n'a plus les compétences? Parce qu'on a une loi de programmation pluriannuelle toujours en vigueur qui nous dit qu'on doit fermer 14 réacteurs. On ne va pas se mettre à former des soudeurs alors qu'on nous dit qu'on n'en aura plus besoin dans 10 ans. Pour le coup, c'est une gestion parfaitement saine de l'entreprise EDF. Enfin, là où il est, moi, je suis un défenseur intransigeant de Lévy. EDF est un peu responsable quand même, c'est que pendant le Covid et autres, je pense que beaucoup ont un petit peu arrêté de s'intéresser à la formation. Enfin, ils n'ont pas fait d'entraînement, des choses comme ça. Mais non, ils ont pris du retard. Cyril, personne ne pouvait anticiper l'histoire de la corrosion sous contrainte. C'est ça le choc, il est là, il n'est pas ailleurs. Tout le reste, que effectivement, le plan d'entretien des centrales... Et donc, c'est pas la faute de l'État. C'est pas l'État qui a dit... C'est quand même la responsabilité d'un exploitant d'assurer l'existant et d'assurer la maintenance de ses réacteurs. Et effectivement, s'il y a eu des éléments, comme tu viens de le citer, c'est pas... faut pas chercher un responsable qui serait l'État ou le régulateur. Enfin, attends, Aymeric. La corrosion, c'est pas Aymeric, tu construis des voitures, ok ? Et l'État décide à un moment de dire bon, on va commencer à fermer les usines de voitures. Et on va fermer Fessenheim.
Toi, tu es chef d'entreprise, tu veux investir massivement? C'est ton actionnaire. Hein. Alors, ce que j'entends aussi, c'est, on revient au problème, c'est que le temps industriel, c'est pas le même que le temps politique. Encore plus. Et dans 5 ans, on peut changer Or, le gouvernement actuel, il a quand même... Alors, c'est vrai qu'il a donné des signaux un peu contradictoires. C'est pas un peu contradictoire. J'en conviens. Mais enfin, c'est une Aymeric. centrale sur 56, ça, c'est pas le fond du Oh problème. non, c'est dingue. Non, Mais non, si, c'est pas le ça. fond du problème. Non, le fond du problème, c'est de se dire, sur les 50 ans qui viennent en France, est-ce qu'on va utiliser, développer la filière, enfin développer, au moins maintenir, parce que je parle de développer, mais la production, bah, vous le savez, la production électrique EDF cette année, c'est un tiers de moins que le pic d'il y a 8 ans. Un tiers en moins. Donc, c'est pas de dire de relancer, c'est est-ce qu'on maintient sur les 50 ans qui viennent la part du nucléaire dans le mix énergétique français? Et sur ce plan, ce que j'entends, en tout cas du gouvernement actuel, c'est que la réponse est plutôt oui. Et alors pourquoi il ne change pas la loi? C'est pas compliqué quand même, non? Il faut peut-être qu'il faut Ça changer fait la loi. un moment qu'il le dit. Je pense que les dirigeants actuels ne sont pas contre le nucléaire, ou alors j'ai manqué un... Mais oui, mais t'es chef d'entreprise, tu peux pas gérer ta boîte comme ça. Parce que derrière, comme tu le dis, c'est des dizaines de milliards d'investissements. Et en plus, l'État te pique 10 milliards d'EBITDA, tu vois, pour que tu puisses continuer à bien entretenir ton parc nucléaire. Franchement. Ah mais c'est la pire situation, être à la tête d'une entreprise publique, on a l'État qui est le pire des actionnaires, parce que certains passent leur temps à critiquer les actionnaires qui dépourraient les entreprises. Mais là, on avait fait une émission sur l'État actionnaire, c'est factuel. Il y a 2 lois de programmation à changer. Et il y a celle du nucléaire, bien sûr, qui n'a pas changé, le discours a changé, mais une politique publique, ça ne vit pas que d'affichage, il faut des faits. Et il y a celle des militaires. Parce que, quand même, pareil, les militaires, la loi de programmation qui a été faite, elle est les dividendes de la paix. On sait maintenant. Ça non plus, ça n'a pas changé encore. Ah non, c'est un peu plus compliqué à changer qu'annuler la. Oui, mais quand même, c'est fondamental. Parce que si tu veux envoyer un signal aux opérateurs, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. On parle de technique, le nucléaire, pour faire une centrale, c'est 15 ans. Entre la réflexion initiale et la livraison, et quand tout va bien. Et pareil dans le militaire. Si tu veux maintenir la capacité technique à faire, il faut que tes opérateurs aient une visibilité sur leurs commandes. Aujourd'hui, par exemple, on aimerait donner des chars Leclerc, mais on n'a plus de chaîne de production. Pourquoi? Parce que l'État, à un moment donné, il s'est dit, j'ai un problème, je veux un prestataire, et puis après, il s'en fout de sa survie. Une fois qu'il a acheté sa petite série avec peu de pièces détachées, le prestataire, il peut couler. C'est pas grave. Mais c'est pas comme ça qu'on gère une économie. Alors moi, un mot, Cyril, ce sera le mot de la fin. S'il y a bien un endroit où j'aimerais être aujourd'hui, c'est Petite Souris, dans le bureau du patron de l'APE, du nouveau directeur général de l'APE. Agence des participations de l'État. En train de faire passer les entretiens d'embauche, entre guillemets, pour le futur patron d'EDF. Ça doit être très drôle, ça. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Le job est mort, je vois pas. Enfin, c'est complètement schizophrénique. Je vais finir là-dessus pour les chefs d'entreprise qui s'interrogent sur mais pourquoi il ne se passe rien sur la facture d'électricité. L'une des solutions pourrait être d'augmenter cette fameuse ARENH, accès à l'électricité nucléaire à prix capé. Sauf que comme tu es sur une opération de renationalisation, l'État a peur que s'il fait ça, il se fasse attaquer par les actionnaires minoritaires d'EDF qui accuseraient l'État de vouloir artificiellement faire baisser le prix de l'action. Non mais c'est... Tout est coincé. Merci, chers amis. En tout cas, il ne fallait pas coter EDF en bourse. Ça. C'est pas des métiers... Et pourtant, ça a été première capitalisation du CAC. Absolument. Christophe de Margerie, patron de Total, était furieux d'ailleurs quand EDF lui était passé devant. J'ai oublié ça. Absolument. Demain, Aurélie Planex, évidemment. Et puis nous, on se retrouve lundi pour d'autres débats. Bonne soirée à vous. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.